tout le monde et bienvenue sur la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc ça y est, je me lance. Bon ben Toupie, installe-toi, voilà. Première vidéo, première incruste. Je me lance dans le YouTube game comme on dit, pour un peu raconter mes passions principalement. Donc ça va être surtout du triathlon comme la vidéo d'aujourd'hui, des voyages aussi et aussi de l'architecture, de l'investissement en immobilier. Donc voilà, ce sera un peu tout ce que j'aime, je m'interdis rien. Donc si vous voulez suivre mes aventures, vous pouvez vous abonner. Pour cette première vidéo, je reviens sur ma compétition aux États-Unis qui a eu lieu il y a 3 semaines maintenant. Il s'agissait des championnats du monde de Half Ironman. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Half Ironman, c'est un triathlon. Ironman, c'est une marque, c'est un label. Donc tous les triathlons ne sont pas des Ironman. Et donc un Ironman, comme on entend souvent, qui est très connu et qui fait rêver et qu'on se dit wow, c'est un truc de fou, c'est souvent le full Ironman, c'est-à-dire 3800 mètres de natation suivi de 180 km de vélo et un marathon, donc 42 km de course à pied. Donc les trois à la suite, c'est un Ironman et c'est le label Ironman. Il y a d'autres triathlons de cette distance qui ne sont pas des Ironman, qui sont un autre label. Et moi j'ai fait un Half Ironman. Donc un Half Ironman, c'est la même chose, divisé par 2. Donc c'est 1900 mètres de natation, suivi de 90 km de vélo et d'un semi-marathon, donc 21 km de course à pied. Cette compétition, c'était les championnats du monde du Half Ironman. Donc c'était seulement sur le label Ironman. Donc moi j'y suis allée bien sûr en amateur et non pas en professionnel. Et il a fallu que je me qualifie pour aller sur cette compétition-là. C'est-à-dire que Ironman fait des courses un peu partout dans le monde. Par exemple, en France, il y en a 3 que je sache, 4. Il y a Aix, les Sables d'Olonne, là où j'ai été qualifiée, Vichy et Nice. Et il y en a dans tous les pays. Et là, on a pris donc les meilleurs, entre guillemets, enfin si, les meilleurs. J'ai un peu de mal avec la légitimité de ma qualification. Donc on a pris les meilleurs de chaque catégorie d'âge et on les a qualifiés pour les championnats du monde de Half Ironman. Mais vraiment, c'est seulement sur le label Ironman. Donc moi, j'ai eu énormément cette question, comment tu as fait pour être qualifié? Donc il faut savoir que pour que ce soit sur Ironman ou Half Ironman, c'est de la même manière pour les amateurs bien sûr. On est par catégorie d'âge. Donc moi, il y a un an, oui c'était l'année dernière, en 2021, j'ai participé pour la première fois au Half Ironman des Sables d'Olonne. Donc j'étais dans la catégorie d'âge 25-29 ans, et en femme bien sûr. Et donc sur chaque catégorie d'âge, hommes et femmes, Ironman attribue des slots. Donc c'est-à-dire que en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans la catégorie d'âge, un certain pourcentage va pouvoir avoir un slot. Donc mettons qu'il y a 100 personnes dans la catégorie d'âge et Ironman décide de donner 3% à 3% des meilleurs un slot, donc une qualification pour les championnats du monde, et les 3 premiers auront leur qualification. C'est souvent donc par pourcentage, donc c'est-à-dire que plus il y a de monde dans une catégorie, plus on a de chances d'être qualifié, mais plus c'est compliqué aussi d'arriver dans les premiers. Donc il se trouve qu'au Sable d'Olonne, je saurais pas dire le pourcentage, mais normalement chez les femmes, clairement c'est les 2-3 premières, ça va rarement au-delà. Là il se trouve que Ironman avait décidé de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes au championnat du monde, parce que en général sur un triathlon les femmes représentent seulement 20% des participants. Donc si on a la même chose lors des championnats du monde, ça fait une très grosse course pour les hommes et une petite course pour les femmes. Donc là ils avaient décidé d'abonder le nombre de slots pour aller au championnat du monde. Et il se trouve que sur les Sables d'Olonne, j'ai pas du tout choisi ma course pour cette raison-là, mais il se trouve que sur les Sables d'Olonne, il y avait 50 dossards, 50 slots
en plus disponibles pour les femmes. Ce qui fait que dans ma catégorie d'âge, nous n'étions que 52 filles, il me semble, à terminer, pas au départ, hein, je pense qu'il y a eu des abandons, mais on n'était que 52 filles et il y avait déjà 7 slots disponibles. Moi j'ai fait 11e. Donc comment j'ai pu avoir mon slot? Tout simplement grâce au rolling down. Donc c'est assez connu dans le monde du triathlon. C'est-à-dire que si parmi les 7 premières filles, certaines décident de ne pas prendre le slot parce qu'elles l'ont déjà eu sur une autre course ou tout simplement parce qu'elles ne veulent ou ne peuvent pas, ça coûte très très cher donc c'est possible que les personnes ne le prennent pas, ça remonte jusqu'à la personne et donc comme ça peut même aller jusqu'à la 30e, de la course. Donc moi j'étais 11e et c'est remonté jusqu'à moi. Il faut savoir aussi que cette course-là était un peu spéciale parce que j'ai fait ma course des Sables d'Olonne en 2021, en juillet, et j'ai su seulement en août que j'étais qualifiée. Et pourquoi il y a eu autant de rolling down jusqu'à la 11e place, enfin c'est comme ça que je l'explique, et bien on était encore en période Covid. C'est-à-dire que moi j'ai fait la course en 2021 et je devais être qualifiée pour les championnats du monde de 2021, qui étaient déjà à Saint-Georges dans l'Utah, qui était en septembre suivant, donc soit 3-4 mois après ma course. J'avais un mois pour me préparer entre août et les championnats du monde. Donc ça aurait été possible, sauf que les frontières étaient fermées aux États-Unis. Donc, quand on reçoit le mail de Ironman, c'est simple, ils nous disent vous avez 48 heures pour vous décider. 48 heures, bon, déjà en temps normal, un dossard pour aller au championnat du monde c'est 500 $, sachant que derrière il va falloir payer en plus bien sûr le transport, l'hôtel, etc. etc. Il n'y a rien qui est gratuit dans tout ça, on nous offre rien du tout, on nous offre juste l'opportunité et la possibilité d'aller faire cette compétition, le reste on paye, c'est une marque, c'est un label, il n'y a rien du tout de gratuit dans tout ça. Éventuellement on peut se faire sponsoriser par des marques par la suite, mais c'est un travail personnel à réaliser. Donc, on a 48 heures déjà pour se dire est-ce que je mets tout cet argent dans cette compétition? C'est pas très long, 48 heures. Et là en plus, en cherchant un petit peu sur internet, je découvre que les frontières sont fermées et il y a bien écrit noir sur blanc dans le mail un disclaimer disant attention, si vous ne faites pas les championnats du monde de 2021, aucun report ne sera possible, aucun remboursement. Donc je me retrouve à me dire bon, qu'est-ce que je fais? J'ai une opportunité de fou parce que soyons clairs, certainement que je n'aurai jamais la possibilité de refaire des championnats du monde, mais en plus peut-être que je pourrais pas y aller tout simplement parce que les frontières sont fermées. Et puis je me suis dit bon, l'opportunité est là, la chance sourit aux audacieux, je prends mon dossard et je trouverai une solution quoi qu'il arrive, les étoiles s'aligneront. Donc je comptais soit avoir, vous saviez à l'époque on pouvait dire que pour des raisons professionnelles on pouvait quand même aller dans certains pays même si c'était fermé, on pouvait voilà trouver une solution comme ça, et il se trouve que d'ailleurs les professionnels du triathlon ont pu y aller parce que c'était leur métier. Donc je me suis dit, je vais trouver, je connais un petit peu des personnes, elles vont pouvoir me faire des lettres de recommandation pour dire que je représente leur entreprise qui est aussi présente en France et aux États-Unis. Après je me suis dit, ok, apparemment si je pars 2 semaines au Mexique après je pourrais rentrer aux États-Unis sans souci, donc c'est aussi une possibilité. Puis je disais, mais non, mais je peux pas pendant 1 mois partir en vadrouille comme ça. Donc ça me semblait un peu compliqué, mais je me suis dit c'est possible. Et une petite voix me disait, mais quand même, il y a beaucoup de personnes dans ma situation. Ils vont faire quelque chose quand même, Ironman, ils peuvent pas laisser faire ça et que personne puisse venir au triathlon. Et puis là, la chance m'a souri et on va dire quoi, 3 semaines, 1 mois, pile poil au moment où j'allais peut-être prendre mes billets, Ironman a fait un communiqué en disant que finalement un championnat du monde c'était le monde et c'était pas que les États-Unis ou les quelques pays qui avaient le droit de venir. Et ils ont autorisé à ce qu'on puisse
reporté notre dossard à 2022. Donc c'est comme ça que j'ai pu gagner un an d'entraînement en plus, parce que c'est pas négligeable, et que j'ai pu mieux organiser ma course, et surtout que j'ai pu y aller. Donc tout ça l'un dans l'autre, je pense qu'il y a plein de filles qui ont dit non parce que clairement ça faisait très peur de s'inscrire, pour des raisons principalement logistiques. Voilà comment j'ai pu avoir mon dossard. Mais outre tout cela, donc pour avoir son dossard, pour être qualifié au championnat du monde d'Ironman ou de Half Ironman, il faut bien sûr s'inscrire à une course labellisée Ironman et arriver dans les premiers, ou se faire avoir le rolling down jusqu'à sa place pour avoir le slot, et bien sûr être prêt à débourser des centaines d'euros pour faire une course. Je vous laisse maintenant participer à la course avec moi et aux quelques jours qui ont précédé cette course. Donc je vous souhaite un bon visionnage, et puis je reviens à la fin pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pendant la course. Alors je commence ce vlog en plein effort, dans ce super paysage. Voilà, je suis en train de reconnaître la dernière partie du parcours du triathlon Alpha Ironman de Saint-Georges, championnat du monde. Donc j'en prends plein la vue, sérieux. On est arrivé hier à Las Vegas, et là on est parti à Saint-Georges ce matin. Direct j'ai pris le vélo, et je vous le présenterai après. Et là ça grimpe. C'est la dernière partie, je voulais absolument la reconnaître avant la course pour voir ce qui m'attendait à la fin. Et on dirait que c'est tout plat parce que c'est immense, mais en fait ça grimpe quand même. Donc voilà, allez, je vous reprends plus tard. Ça filme! Hello! Alors on est mercredi, donc on est à J-2 de la course. Je dirais pas que le stress commence à monter parce que pour l'instant je suis pas trop stressée. De toute façon, je sais pas, je pense qu'on verra ça demain, la veille de la course, comment je me sens, mais pour l'instant je me sens pas stressée, je me dis juste bon bah c'est cool, je vais juste kiffer, enfin ça a l'air trop bien, donc bah, pas peu importe le résultat, mais presque, bref. Du coup là il est 7h56 ici, on est sur la route, on a un peu traîné ce matin, mais on est sur la route pour aller au réservoir, là au lac où aura lieu la natation, parce que ce matin entre 7h et 10h on a le droit d'aller y nager pour s'entraîner, sauf qu'il caille, il fait 45 degrés Fahrenheit, donc je ne sais pas du tout combien ça fait en degrés Celsius, mais ça fait frais quand même, mais l'eau elle sera plus chaude, donc je pense que ça ira. Et puis ben avec l'entraînement breton, j'espère que ça jouera en ma faveur et que je serai pas trop inquiète. Je suis sur des groupes Facebook, c'est assez drôle. Il y a beaucoup d'Américains dessus, enfin il y a un peu toutes les nations, et ils sont tous en PLS de la température qui va faire vendredi. Moi ça m'inquiète pas trop, après j'ai peut-être tort de pas être inquiète, mais en tout cas c'est sûr qu'il va faire plus frais que chaud, je crois dans les 3-4 degrés le matin, et ça va monter jusqu'à 15 degrés dans la journée, donc c'est sûr qu'on n'est pas sur des chaleurs caniculaires, mais qui l'eût cru, je vais dire que je préfère qu'il fasse ça que chaud, alors qu'à la base je pensais être plutôt quelqu'un qui aime le chaud. Donc voilà, donc je vous reprends tout à l'heure proche du lac qui a l'air très beau, donc ça va être chouette de nager là-dedans, et j'espère que je vais pas me congeler les pieds ce matin. Voilà, à plus tard. Ok, c'est parti.
trace des lunettes. Non, ça va. Bah elle est trop bonne l'eau. Ah bon? Quand j'ai vu. The water is warm? Yes. Bon bah je viens de faire ma practice swim. Je vais parler en franglais maintenant à partir de maintenant. Bon en gros bah, l'eau elle est très bonne, elle doit être je pense à 18-19 quelque chose comme ça, donc avec la combi ça passe nickel. Et puis même après là le soleil il s'est bien levé, ça a chauffé, donc je pense que ça va être bon pour après monter sur le vélo et même sans veste ou quoi que ce soit, hein. Ça me semble pas mal. Et puis surtout c'est trop beau, enfin, je suis vraiment trop contente d'être ici et ça va être chouette quoi. Donc il n'y a plus qu'à maintenant. Après la natation au réservoir où aura lieu l'Ironman, on est parti directement au Zion Park où on est ici. Donc c'est à environ 45 minutes depuis le réservoir et je dirais 1 heure depuis Saint-Georges, donc c'est vraiment tout proche. En fait Saint-Georges c'est le départ pour venir dans ce parc là. Quand on est arrivé, on a payé 35 $. Il faut savoir que c'est pour un véhicule et pour 7 jours. Donc nous on était 2 dans le véhicule, on a payé que 35 $. Et c'est valable 7 jours. Et apparemment même si on revient avec un autre véhicule, ce qui sera peut-être le cas la 2e semaine où on reste ici, on pourra utiliser le même ticket. Donc ça c'est bon à savoir. Et ensuite, ce qui est bon à savoir aussi, c'est qu'on ne peut pas, pendant une bonne période de l'année, aller sur toute la route du Zion Park avec la voiture. Donc là, on a pris un shuttle, une navette gratuite, qui nous amène à chaque point de départ de plusieurs randos. Et donc là, on a choisi celle de Emerald Pool, donc c'est là où on est. Là, on est au point le plus haut, là, on voit l'eau qui chute au-dessus d'une grosse pierre, et donc après on passera en dessous de cette pierre là, puis je filmerai à ce moment là. Et donc voilà, donc c'est une rando qui est assez facile. Je pense qu'on va mettre, en étant très tranquille, 2 heures à la faire. Je m'arrête régulièrement faire des photos, faire la vidéo, donc je pense que c'est plutôt facile. Il y en a d'autres qui sont assez difficiles, clairement on fera pas parce que moi j'ai beaucoup le vertige. Et là déjà il y a des moments où c'est bien à pic alors que personne n'en parle. Je me dis sur l'autre c'est juste pas possible. Mais je pense qu'il y a des belles randos à faire partout dans ce parc. Donc hyper cool. Alors, on est à J-1 de la course, donc demain j'ai le départ à 8h15. Donc là je vais vous présenter tout mon matériel pour la course et comment je dois tout organiser pour aller déposer tout à l'heure toutes les affaires pour le départ de la course, parce qu'on doit faire ça la veille et non pas le matin même comme sur la plupart des courses que je peux faire en France. Je vous présente le vélo. Donc ça c'est un vélo que j'ai loué à Las Vegas. Donc j'ai pas pris mon propre vélo parce que je voulais pas m'embêter avec la valise, être stressée du transport, qu'il n'arrive pas, qu'il arrive cassé, etc. Donc j'ai préféré en louer un. Donc j'ai pris, alors j'ai pas eu tant le choix que ça, hein, mais du coup donc c'est un Specialized Tarmac. La différence avec mon vélo, c'est qu'on est en Shimano 105, alors que moi je suis en Ultegra, et surtout c'est des vitesses qui ne sont pas électriques. Moi j'ai le DI2 sur le mien, mais en soi là j'ai testé, c'est pas... Enfin moi on m'avait dit si tu prends... Une fois que tu es passé en DI2, jamais que tu peux repasser en mécanique. Ben je suis pas trop d'accord, franchement ça passe très bien. On en fait tout un flanc, mais franchement c'est très bien. J'ai presque jamais roulé sur du mécanique et ça va, j'en suis bien sortie. Surtout les roues,
Moi j'ai des roues à haute jante, donc là c'est quand même un parcours assez roulant, donc j'espère que je vais pas perdre tant que ça. Après voilà, je suis pas une triathlète chevronnée où ce genre de détail me fait gagner beaucoup de kilomètres/heure, mais bon voilà, c'est mes petites habitudes. Et c'est surtout qu'il n'y avait pas de prolongateur, et ça pour le coup, faire 90 km sans prolongateur, j'avais pas trop envie. J'avais apporté les miens, sauf que moi sur mon vélo c'est un cintre plat et là c'est un cintre rond, donc les adaptateurs n'y allaient pas, donc j'ai dû aller en acheter. Ça m'a coûté cher pour des prolongateurs que je ne réutiliserai pas, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, on se donne les moyens de réussir. Donc voilà pour le vélo. Après les avantages, c'est que c'est un vélo beaucoup plus récent que le mien, donc je pense un peu plus qualitatif au niveau du cadre. Et il y a des freins à disque, même si bon, il n'y aura pas des grandes descentes, pour pouvoir vraiment s'en servir. Par rapport au vélo et la course, évidemment, j'ai mis le petit numéro de dossard ici. J'ai pris tout le matos si jamais je crève. J'ai pris 2 chambres à air parce qu'il se trouve qu'à l'entraînement j'ai crevé. Donc je me suis dit, bon, il vaut mieux être prudent, je vais en prendre 2. Je pense que c'est bon par rapport au vélo. On a fait le tour. On passe à la suite. Donc chez Ironman, il faut déposer les sacs la veille. Donc on a le sac de course à pied et le sac de vélo. Dans le sac de course à pied, du coup, j'ai mis mes chaussures pour courir, forcément. Je vais mettre des chaussettes, donc j'ai mis la chaussette gauche dans la chaussure gauche et la chaussette droite dans la chaussure droite. Le dossard, il se trouve que sur cette course-là, on met le dossard que pour la course à pied, que le dossard sur le vélo est suffisant, donc pas la peine de le porter sur moi. La petite casquette. J'ai pris un petit bidon, même si je vais pas la prendre, en courant, parce que y a assez de ravitaillement sur toute la course, donc je prendrai des gobelets d'eau plutôt que me transporter ça. Mais au moins je pourrais boire au moment de la transition, surtout que je prends 3 gels, un avant de commencer, donc c'est pour ça que je pourrais boire de l'eau directement après avoir pris mon gel, et un au kilomètre 7, un au kilomètre 14, donc ça je me suis entraînée pour faire ça et ça passe bien. Donc tout ça, ça peut être déposé à la transition. Sachant que je dépose pas ça à côté de mon vélo, contrairement à toutes les courses que j'ai pu faire. Ça va être déposé à l'entrée du parc à vélo. Et apparemment, quand je vais donc arriver en T2 et déposer mon vélo, quelqu'un va me prendre mon vélo. Et moi, j'aurai juste à aller chercher mon sac, me changer et aller courir. Donc voilà, il faudra juste bien retrouver mon sac. Pour le sac de vélo, donc ça, c'est en sortant de la natation, je vais récupérer mon sac vélo, je vais mettre ma combinaison, mon bonnet, mes lunettes dedans et je vais récupérer ce qu'il y a dedans. C'est les chaussures vélo bien sûr. Alors oui, je ne mets pas encore mes chaussures sur mon vélo. Je vais peut-être être la seule de la course à faire ça vu que c'est des pros. Mais c'est pas grave, je vais pas tenter de le faire cette fois-ci, sachant que je l'ai fait 1 ou 2 fois à l'entraînement il y a super longtemps. Donc je vais pas tenter le diable. Je mets pas de chaussettes par contre. Donc les chaussures bien ouvertes, ainsi que le casque avec le dossard devant. Et je mets déjà mes lunettes sur le casque, comme ça, je les mettrai une fois que je serai partie pour rouler. Au cas où, je prends quand même ce pull. Donc c'est un pull de vélo, hein, Between, France représente. Par contre, j'espère vraiment ne pas en avoir l'utilité. J'ai testé la natation, ça allait en sortant, donc franchement j'avais pas froid, je suis pas très frileuse, surtout pendant l'effort, donc j'espère vraiment pas l'utiliser. Mais on sait jamais, si vraiment je suis congelée en sortant du vélo, au moins je l'aurai et je regretterai pas. Au pire ça reste dans le sac avec ma combinaison et je n'ai pas à l'utiliser. Ensuite, la natation, donc là on n'a pas besoin de sac, mais je prépare un sac que je pourrais déposer avant la course. Donc ce que je fais, c'est que je mets toutes les affaires que je vais mettre avant de partir en course, sachant qu'on a des navettes qui nous amènent au début de la course. Donc j'aurai des habits
je pense civile. Enfin, j'aurai ma trifonction sous moi avec mon jogging et puis des affaires chaudes vu qu'il va faire assez froid. Et juste avant la course, je mettrai ces affaires-là dans ce sac-là et je mettrai ma combi. Donc pour y aller, je mets toutes mes affaires de natation dans ce sac-là. Donc il y aura ma combinaison, bien sûr, des petites tongs en attendant, parce que plutôt que rester par terre sur le sol gelé. Je prends un élastique pour pouvoir faire des échauffements avant la natation si on ne peut pas aller dans l'eau. Certainement qu'on ne pourra pas aller dans l'eau. Et bien sûr mon bonnet de mon groupe d'âge Leclerc avec mon numéro dessus et mes lunettes. Ça aussi qui s'est échappé. Le petit gel anti-friction que je mets pour que ça glisse, que ça ne fasse pas d'irritation. Et je le mets aussi au niveau des chevilles pour que ça glisse au moment où j'enlève ma combi. Hop, je l'enlève et puis je fais comme ça. Et j'enlève, ça glisse plus facilement pour enlever la combi. Chaque seconde compte en triathlon. Ma petite trifonction du club de Saint-Malo. Donc la dernière fois que je la porte, vu que je change de club et que je vais à Toulouse Triathlon, donc à l'opposé de Saint-Malo. Mais donc du coup je la porterai fièrement une dernière fois, surtout qu'elle est vraiment trop belle. Et j'avais mis aussi une petite compote comme ça, j'oublie pas de la prendre avant en même temps que je mets ma combi, hop je prends ma compote. Et ça c'est déjà fait. Alors en gros, les sacs de course à pied et de vélo, je ne peux plus les toucher à partir de ce soir. Je les dépose et je ne peux plus les toucher. Par contre, demain, en arrivant au parc à vélo, avant la natation, j'ai le droit d'aller voir mon vélo. Donc déjà, voir si les pneus ne sont pas dégonflés, donc éventuellement les regonfler, et surtout installer toute ma nutrition dessus. Donc je prépare un dernier sac, et dans ce sac-là, il y a toutes les choses que je vais devoir mettre sur mon vélo juste avant la course. Il y a mon petit sac de nutrition. Donc ça, attention, c'est pas très sexy, mais il y a toutes mes barres qui sont prédécoupées. Donc ça, j'en mange une demi-barre toutes les 20 minutes, une demi-heure. Et j'ai mis derrière un stick d'hydratation au cas où si j'ai besoin de prendre un bidon en plus si le mien explose. Comme au triathlon de Dinard l'année dernière, ou si jamais mon vélo est un peu plus long et que j'ai besoin de reprendre un bidon, parce que normalement c'est un bidon par heure, j'espère faire 3 heures, mais on sait jamais. Si je fais plus, je serais bien contente d'avoir ce stick en plus et je prendrai un bidon d'eau au ravito. 3 bidons, j'ai 2 bidons, c'est pas logique, mais quand je dis 3 bidons, c'est 3 bidons de 500 ml et là j'ai 2 bidons de 750 ml. Donc si vous êtes bon en maths, on est bon, on est raccord. Et je mets donc 3 sticks, un stick et demi dans chaque bidon. Moi je travaille avec, je prends les sticks Hydrascore numéro 9, donc pour moi c'est les meilleurs sur le marché. Ma diététicienne Annabelle pense la même chose. En plus ils sont de Saint-Malo, donc vraiment c'est le mieux et ça a le goût de pêche, le goût est très bon, ni trop sucré et ça donne envie de boire plus, on dirait de l'ice tea quoi, donc c'est très très bien. Un autre bidon, donc ça c'est celui que je vais boire avant la course, donc certainement dans la navette qui nous y amène, où je mets aussi un Hydrascore, mais cette fois-ci tonique, donc de préparation à l'effort. Et j'ai aussi des petites barres j'en mangerai une barre pendant donc une demi-heure avant la course, je pense, ou une heure. Et bien sûr, mon petit capteur c'est pas mon GPS, mon Garmin, où je pourrai voir ma puissance dessus, et ainsi que toutes les datas dont j'ai besoin ou pas pour faire mon vélo. Enfin, ça me rassure d'avoir ça. Je sais à combien j'en suis de kilomètres, je sais quelle moyenne j'ai en puissance et en kilomètre/heure aussi. Donc c'est toujours bien d'avoir ça. Et donc ça, j'installerai tout ça avant la course demain matin. Vous avez vu tout le matériel, donc c'est hyper complet. Enfin, c'est vrai que quand on ne connaît pas le triathlon, on peut se dire que c'est beaucoup de choses, enfin même quand on connaît le triathlon c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de charge mentale comme on dit maintenant, donc faut être au courant de tout ça, faut checker, rechecker, etc. Je ferai certainement des vidéos à l'avenir où j'expliquerai un petit peu mieux comment ça se passe un triathlon, les transitions, tout ce dont on a besoin vraiment en détail. Là c'est vraiment pour cette course là tout mon matos, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses et il faut penser à plein de choses, donc si
limite, je suis pas trop stressée par rapport à la course, je ferai avec ce que j'ai, enfin voilà, je suis pas hyper stressée sur le principe de l'effort à donner. Autant tout ça, ça peut nous stresser, il faut faire avec. Et puis une fois qu'on est rodé, qu'on a fait des listes et qu'on connaît tout ce dont on a besoin, ça va et on peut dormir sur ses deux oreilles avant la course. Voilà, donc à demain pour le grand jour. All right, Egypt. Fantastic. We've got athletes from Denmark. Ça y est, on est le matin de la course, donc là il est exactement... Il y a beaucoup de couches de vêtements. Il est 6h49, donc environ 1h et quelques avant le départ, 1h20 avant le départ. Donc c'est cool, c'est super impressionnant, il y a énormément de monde. Disons qu'il y a le double d'un parc à vélo habituel et c'est que des filles, donc ça change clairement, c'est impressionnant. Il y a aussi les pros qui sont à côté, donc on voit leur vélo, j'en ai pas vu vraiment en chair et en os pour le moment, mais elles sont juste à côté. Enfin, c'est une organisation de malade en tout cas. On est venu en navette. Donc voilà, donc mon vélo est prêt, mon alimentation est prête, mes bidons sont prêts. Donc maintenant il n'y a plus qu'à patienter, pas trop se refroidir parce qu'il fait quand même assez frais. Attendre que le soleil se lève parce que là il fait encore nuit noire. Et puis il n'y a plus qu'à. Donc souhaitez-moi bonne chance. Ça y est, c'est le départ. Hey Florette, c'est bien ça! C'est bien ça, bravo! Allez, 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 allez! Allez! Allez, c'est bien! Allez Florette! Ouais! Mirna. Good job, Mirna. Joining us from Mexico, Rebecca Handler. Florette de la France, félicitations Florette. Amy Rappaport. Donc voilà, ça y est, me voici avec ma petite grosse médaille quand même, hein. Elle est super lourde en plus. C'est terminé, ça y est, c'est fait. Ça faisait 1 an que je préparais cette course, 1 an que j'y pensais presque tous les jours. Donc ça y est, c'est fini. Et bon, j'ai réussi. Je vous dirai exactement ce qu'il en est de ce que je pense de mon résultat. Mais en tout cas, c'était vraiment incroyable à faire. Déjà, partir à l'étranger pour faire un triathlon, c'était la première fois que ça m'arrivait. C'était vraiment super. J'ai beaucoup aimé découvrir un nouveau pays, des nouveaux paysages, rouler comme ça dans les montagnes, le désert. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et puis voilà, d'arriver dans une compétition internationale à ce niveau, c'était fou. Les filles, elles étaient affûtées comme jamais. Les vélos, n'en parlons pas, c'était tous des fusées. Donc moi j'étais vraiment toute petite par rapport à tout ça, mais c'était vraiment super. Donc j'espère que ça vous a plu de suivre ça avec moi. Pour revenir sur la course, donc le matin il a fait beaucoup plus froid que lors de l'entraînement. Dans l'eau c'était parfait, j'étais très bien dans l'eau. C'est au moment de sortir que quand j'ai commencé à enlever la combi, je me suis dit oh là là, il fait quand même bien froid, ça piquait sur le visage qui était mouillé. Et je me suis dit bon ben je vais essayer de mettre mon petit pull que j'avais prévu, sauf que là, je me sèche rapidement, j'essaie de mettre le pull, ça glissait pas du tout, je perdais du temps, pas possible, j'ai un peu paniqué, j'ai fait c'est bon, je prends pas. Du coup, j'y suis allée en trifonction, on me voit mettre mes chaussures et partir en vélo en trifonction. Je l'ai pas regretté à proprement dit, mais c'est vrai qu'au début ça piquait vraiment.
Et puis bon, au fur et à mesure, ça a été à ce niveau-là. Mais je pense que j'ai été un peu crispée sur le vélo et les pieds un peu, pas congelés, mais j'ai eu quand même assez froid, ce qui fait que je pense sur la course à pied, ça s'en est un peu ressenti. J'avais un petit peu mal partout quand je courais, donc je pense que c'est dû à ça. Même les pros, elles se sont habillées à la transition, enfin vraiment, on était plus, elles étaient plus nombreuses à être bien habillées que comme moi, être juste en trifonction. Mais bon, j'assumais le choix et ça a été, c'était pas... Et j'ai fait des transitions assez rapides quand même. Donc déjà, reprenant quand même la natation, ça s'est bien passé. C'était assez long parce qu'il n'y avait pas de boucle et de sortie à l'australienne. C'était un grand aller, un grand retour. Mais c'était chouette. Je regardais un peu le paysage en même temps que je nageais. Moi, la natation, c'est pas là que je gagne du temps, clairement pas. Donc j'ai fait ce que je savais faire d'habitude. J'ai fait 40 minutes pour mes 1900 mètres. Donc ça fait à peu près du 2 minutes au 100 mètres. C'est ce que je fais d'habitude. Donc pour l'instant, ça allait. Donc la transition, je vous en ai déjà parlé. Et donc le vélo, c'était vraiment chouette. Les 45 premiers kilomètres, je les ai pas sentis passer. Plusieurs fois pendant la semaine, on a pris un peu le parcours en voiture et il y avait une bosse qui me faisait un peu peur parce que je la trouvais très longue et puis pas très pentue mais assez longue. En fait, elle est passée comme une lettre à la poste. C'était beaucoup de faux plats montants, de faux plats descendants. Il y avait très peu de plats tout court au final et puis avec mon vélo j'étais pas si avantagée que ça parce que les roues, comme je le dis pendant la présentation, les roues c'était pas trop ça et moi d'habitude sur les triathlons je gagne vachement de temps dans les descentes et dans les plats, je rattrape pas mal de monde comme ça. Et il se trouve que là c'était l'inverse, limite je rattrapais les personnes en montée alors que moi les montées c'est pas mon truc et je me faisais rattraper sur le plat en voyant les vélos qui me rattrapaient et les filles je me disais oui bon c'est normal qu'elles me rattrapent quand même. Mais voilà, donc ça a changé un petit peu d'habitude, comme quoi le vélo ça joue quand même un peu, même si les cuisses ils jouent pour le plus hein, bien sûr. Donc le vélo super, au bout de 45 km ça commençait un petit peu à tirer et juste avant d'arriver à Snow Canyon, là il y avait un faux plat montant, il m'a paru être interminable. Et ensuite on avait toute cette ascension jusqu'à Snow Canyon ou Snow Park, désolée je sais plus le nom, mais qui était le point culminant. Et donc ça, on était en haut au 75e kilomètre, après c'était 15 km de descente. Donc je suis très contente d'avoir repéré le parcours avant parce que j'ai pu profiter du paysage parce que pendant la course j'étais concentrée sur ce que je faisais, j'ai pas du tout regardé le paysage, d'autant plus que mon porte-bidon m'a lâché sur la montée. J'ai dû m'arrêter, essayer de revisser comme je pouvais. Je voulais pas prendre mon matos dans la toolbox parce que j'allais perdre du temps. Il y avait trop de choses dedans vu qu'il y avait 2 chambres à air. Donc j'ai essayé de revisser avec mes mains. Enfin, j'ai un peu perdu de temps et puis bah, surtout que ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça s'est dévissé à un endroit donné, donc à un endroit. Donc j'ai dû prendre le bidon et on me voit à l'arrivée avec le bidon entre les dents parce que je ne savais pas quoi faire de ce bidon. Donc j'ai pas trop de chance avec les bidons. Ensuite donc transition où tout a explosé, le porte-bidon, le bidon, j'ai pu laisser mon vélo au bénévole, je lui ai dit ramassez si vous pouvez et puis je suis vite partie. Donc j'ai fait une transition pas trop mal pour la T2, en même temps il n'y a pas de vélo à ranger donc on gagne énormément de temps. Et là c'est parti donc pour les 21 km. C'était long. J'avais oublié que c'était si long, 21 km. On commence donc par le faux plat montant. Donc moi je pars en me disant ok bon, tranquille sur le faux plat montant, tu te rattraperas sur la descente. J'avais repéré déjà la course à pied jusqu'à l'entrée du golf, donc c'était le kilomètre 4 je crois. Et je me suis dit à partir du golf, à fond la caisse, c'est de la descente, ça va être trop cool. Pas du tout. Dans le golf, il y avait des petites montées, des petites descentes. C'était pas du tout... c'était à peine plat et c'était pas du tout de la descente. Donc
Là, petit coup au moral à me dire, ah, c'est pas de la descente tout de suite. Ensuite, on arrive donc sur le faux plat descendant qu'on avait remonté juste avant. Et là, je me dis, calme quand même tes ardeurs, parce que je regardais un petit peu les pulses et ça montait quand même assez haut. Et je me suis dit, va pas trop vite. Ensuite, on arrive là où il y avait l'arrivée. Et on avait une petite boucle à faire. Moi, dans ma tête, je sais pas, je pensais qu'il y avait 500 mètres de petite boucle à faire dans la ville, 1 km grand max. Au final, il y avait presque 3 km, où pareil, ce n'était pas de la descente, c'était du plat, voire du faux plat montant. Et là, mon moral, il a repris un coup en me disant, mais cette partie-là, il faut pas la refaire une deuxième fois avant d'arriver. Et si, il fallait aussi la faire à la fin. Donc mon moral était vraiment bas au moment de reprendre le faux plat montant et repartir sur la deuxième boucle. Et au moment où j'aurais pu réaccélérer au moment du faux plat descendant, j'étais vidée. J'avais qu'une seule envie, c'est me mettre en PLS sur le côté et dormir. Alors j'ai pu courir, je me suis arrêtée à aucun moment, j'ai jamais marché, je me suis même pas arrêtée au ravitaillement, je buvais en courant. Mais c'était pas des super sensations comme j'avais visualisé et comme je m'étais entraînée. Donc un petit peu déçue sur la course à pied. Après voilà, c'était quand même c'était vraiment pas une course facile. Sur le vélo, je pense que je me suis un peu usée parce que j'ai bien respecté mes watts, j'ai vraiment donné, j'ai pas chômé sur le vélo et du coup je pense que j'ai accusé le coup en arrivant sur la course à pied. Et le fait un peu de me brider, moi souvent je fais un peu mes courses à pied aux sensations comme on dit. Et là, le fait de regarder ma montre, je pense que je me suis un peu bridée en me disant non, on va pas trop vite, pense à la suite. Et ça m'a mis dans un faux rythme, je saurais pas trop expliquer ce qui s'est passé. Mais en tout cas, la course à pied, c'était pas ce que j'avais prévu. Dans les chiffres, donc je fais la natation en 40 minutes, il me semble. Je dois mettre 5-6 minutes pour faire ma transition. Le vélo, je mets 3 heures, je vais vérifier. Le vélo, je mets 3h08 quand même. Je crois que ça me fait une moyenne de 29 km/h, un petit peu moins. Strava, il m'a mis pause quand je me suis arrêtée pour mon bidon et j'étais à 29 km/h. Donc compte tenu du dénivelé et du profil de la course, je trouve que c'était pas si mal, 29 km/h. Et ma deuxième transition, j'ai mis 2 minutes. Et la course à pied, j'ai mis 2h05. Je crois que ça fait du 5 minutes 50 au kilomètre. Clairement, moi mon objectif c'était plus de faire 1h55, donc 10 minutes de moins. Et là, ben, on n'est pas du tout dedans, hein. Ça me fait 6h01 et j'ai mis 30 minutes, allez 28 minutes pour être gentil, de plus qu'au Sable d'Olonne. Donc 6h01 et ça me fait arriver dans 201ème. J'ai pas pu faire 6 heures pile poil ou un peu moins de 6 heures, j'ai dû faire 6h01 et j'ai pas pu faire 200ème. Non, il a fallu que je fasse 201ème. Sur 254 sur ma catégorie, donc bien sûr je suis passée chez les 30-34 ans depuis, je ne suis plus dans les 25-29. 1098ème sur 1825ème sur l'ensemble de la course, donc dans la deuxième moitié. Vu comme ça, c'est pas top, hein, clairement. Mais comme me disent tous mes amis que j'aime et qui sont gentils et bienveillants avec moi, c'était les championnats du monde. Donc voilà, tu es 1098ème sur le monde entier. Donc il faut beaucoup parce qu'à ce qui paraît maintenant on est 8 milliards. Non, je rigole, je m'enflamme. Mais en tout cas, j'ai donné tout ce que j'avais pendant cette année de préparation et sur la course. J'aurais pas pu faire mieux clairement. Et puis peut-être qu'un jour je me requalifierai sur les championnats du monde et je referai ça avec grand plaisir. C'était vraiment extraordinaire. Donc j'espère que tout ça, toute cette vidéo vous a plu, les préparatifs, me suivre sur la course. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le triathlon. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça ou autre chose. En tout cas, moi j'ai fait une autre vidéo sur la semaine qui a suivi sur les vacances où on a loué un van et on a fait le tour des parcs de l'Utah. Donc la vidéo
je vais la préparer et je la posterai par la suite. Et je vous ai fait un petit bonus à la fin de cette vidéo concernant la tiny house dans laquelle on a séjourné à Saint-Georges. Donc c'est un petit peu le petit bonus immobilier archi de la vidéo. Pour tous ceux qui découvrent le triathlon et qui sont là parce que eux, leur truc c'est l'architecture et l'immobilier, je vous ai fait un petit bonus. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et puis me suivre sur les réseaux, notamment Instagram, florette.architrie. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Salut! Alors je voulais absolument vous faire cette petite vidéo sur le Airbnb qu'on a loué parce que je trouve que c'est hyper intéressant de voir ce qu'on a loué et aussi pour mettre un petit peu d'architecture. Coucou Germain. Pour mettre un peu d'architecture et d'immobilier dans ce vlog quand même, hein, parce que c'est ça, hein, c'est triathlon et architecture ici. Du coup on a loué une tiny house donc aux États-Unis, sachant qu'aux États-Unis tout est grand et gros. Moi-même sur l'appartement que j'ai en location à Saint-Malo, c'est un studio de 22 mètres carrés, j'ai déjà eu des commentaires disant que c'était trop petit et à chaque fois ça venait tout le temps des Américains du Nord, Canadiens et Américains. Et du coup, je sais pas trop si ça marche ici, mais en tout cas, nous, on a adoré, on n'a pas peur des petits espaces, donc c'était parfait. Et je trouve que c'est une très bonne idée si vous voulez installer ça chez vous. C'est vraiment petit d'extérieur et à l'intérieur, c'est nickel. Donc, je vous fais la visite. Donc voilà comment ça se présente à l'extérieur. Donc c'est vraiment petit, je pense que ça doit faire 15 mètres carrés à tout casser en emprise au sol. Et vraiment... c'est au fond de leur jardin. Là, il y a leur big maison américaine. Et là, la petite tiny house. C'est trop mignon. Ça se présente, il y a un petit code pour rentrer. Et donc, à l'intérieur, c'est assez petit vu comme ça, mais je trouve que ça fait plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. On a une cuisine qui est hyper fonctionnelle. Il y a un grand frigo, un four micro-ondes, une plaque de feu, il y a tout ce qu'il faut au niveau de la vaisselle, machine à café, il y a vraiment tout, du thé, du café à disposition. Là il y avait même des petits chocolats, on n'en a même pas mangé. Le petit meuble d'angle qui a été bien optimisé. On a tout qui est bien assorti au niveau de la vaisselle, tout est beau. Voilà, là on a tout... les savons, etc. qui peuvent se recharger, qui sont en verre avec des belles étiquettes, de la jolie déco. Ici, on a la salle de douche. C'est hyper spacieux au final. Là, pareil, tout qui est à disposition, savon, après shampoing. Là, on a de la lotion pour les mains, du savon pour les mains. Les toilettes, vraiment, il n'y a rien qui fait petit ou camping, quoi. On dirait vraiment qu'on est dans une maison. On a la table où on a mangé à chaque fois. Le lit ici, le canapé, et je pense que c'est un canapé convertible quand je vois ça. Ouais, on peut venir... donc au final, on peut loger 4 personnes. Alors il y a un rétroprojecteur avec ici l'écran qui descend, donc ça c'est nickel avec le petit plaid à disposition, toujours plein de placards pour optimiser. Et ensuite on a la chambre et donc là on a la petite cabane, le lit, il y a de la lumière là-haut, il y a des prises, donc c'est parfait. Cette échelle, j'enlève les freins, qui vient ici se ranger. Et donc là, on a vraiment un grand espace, notamment pour voir l'écran qui descend ici. Et il y a même une machine à laver. Avec, bien sûr, tout ce qu'il faut pour laver le linge. Donc franchement, même des jeux de société, tout était nickel. Donc si vous pouvez installer ça chez vous au fond de votre jardin, mais foncez. Parce que là, bon, on est aux États-Unis, mais on est à Saint-Georges, qui n'est pas non plus une ville... enfin, je veux dire, c'est pas Los Angeles ou quoi. C'est assez touristique parce que c'est le début de certains parcs dans l'Utah.
Mais on a payé, je crois, dans les 150 € la nuit pour un tout petit truc comme ça. Et je pense sérieusement, si vous êtes dans un endroit, je pense à Saint-Malo, où j'ai mon studio, si vous pouvez faire ça au fond de votre jardin, vous n'avez pas besoin d'avoir les quotas à Saint-Malo, etc. quand c'est sur le jardin de votre résidence principale. Mais foncez, parce que je pense que c'est un petit investissement, ça ne doit pas coûter très cher d'installer tout ça, vous faites quelque chose de qualité. Et puis ben c'est super quoi, c'est une super rentabilité, un très bon investissement. Et puis ben, ça met du beurre dans les épinards chaque mois. Donc voilà, c'était notre petit Airbnb. Et puis ben, maintenant on file à Las Vegas.